et de Kati, le président de la transition, le général d'armée. Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, leur a offert des moutons et des kits alimentaires pour bien célébrer la fête de Tabaski. Les dons mis à disposition du service social des armées ont été remis aux bénéficiaires par le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Une opération de grande solidarité et d'entraide du chef de l'État, précisera Adibou Dembélé lors de la cérémonie. Compte rendu, Barakissa Ouattara, Aruna Diarra. Des larmes de joie, mais aussi des reconnaissances. Les œuvres sociales du président de la transition, une fois de plus, dans les garnisons militaires. Au génie militaire, ce sont 200 moutons, 200 sacs de riz et 200 bidons d'huile destinés aux veuves et orphelins de militaires, ainsi qu'aux blessés de guerre. Président de la République, nous remercions le bon Dieu, mais également le président de la transition. Nous ne regrettons pas de nous être mariés à un militaire, car après leur décès, nous n'avons pas senti leur absence et nos enfants ne se sont jamais sentis abandonnés. Nous prions chaque jour le bon Dieu afin qu'il protège le président de la transition et toute son équipe, ainsi que tous les militaires qui sont au front. Même générosité à Kati. Ici, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges en faveur du président de la transition. Nous remercions le président de la transition et toute son équipe. Le général d'armée Assimi Goïta a tenu toutes ses promesses. Depuis la mort de nos maris, il a été à nos côtés. Il nous a consolés et nous a toujours apporté son aide. À travers ce geste, le président de la transition manifeste sa solidarité à l'endroit de ses couches dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski. À cette circonstance festive, avoir une pensée aux familles démunies et salutaire. De surcroît, offrir des moutons et kits alimentaires aux musulmans, blessés de guerre, veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte très symbolique et humanitaire. Tout ça, c'est pour dire aux veuves et orphelins militaires que le peuple malien en général ne les oubliera jamais. Tant qu'il y aura un Malien, ils ne pleureront pas. Chaque fois qu'il y a une occasion, le président de la transition fait agir sa solidarité envers ses veuves militaires et paramilitaires. L'équipe des œuvres sociales aussi est vouée à ce travail, apporter la solidarité du président de la transition à tous les Maliens où qu'ils se trouvent. Grâce à ces dons du président de la transition, ces hommes et femmes pourront s'acquitter d'une obligation religieuse, celle d'immoler un bélier le jour de la fête. Ces œuvres sociales, faut-il le rappeler, sont issues du fonds de souveraineté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous allons continuer à parler des œuvres sociales du président de la transition. L'inauguration des équipements solaires se poursuit dans nos structures sanitaires. Les centres de santé communautaires de Daoudabougou et de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako ont reçu à leur tour des panneaux solaires pour permettre au personnel de ces centres de mener à bien le travail du quotidien. On fait le point avec Koumba Sissi. Ce mardi, l'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition a inauguré les installations solaires des centres de santé communautaires Adasko de Daoudabougou et Asako Sab 2 de Sabalibougou. Le premier centre a bénéficié de 42 panneaux et de 4 batteries lithium de 15 kW chacune. Le second a reçu 28 panneaux et 3 batteries lithium de 15 kW. Avant, on utilisait les torches, les téléphones pour nos activités d'accouchement et de visite médicale. Bon, avec l'acquisition de ce matériel-là, une épine est sortie de nos pieds. Donc, cette population sera soignée dans des conditions de qualité. Ce geste vient à point nommé pour répondre à un problème crucial. Cette donation va permettre à cette structure, tout d'abord, de réduire considérablement les dépenses, de bénéficier d'une source d'énergie fiable et durable. Et ça va nous permettre de travailler 24 heures sur 24, parce qu'avec cette coupure-là, des moments, quand il n'y avait pas d'électricité, les accouchements, le labo était carrément fermé. Donc, nous sommes tous ravis, nous sommes très heureux. Si l'installation de ces panneaux solaires est une étape importante, leur entretien en est une autre.
Le président de la transition a voulu transmettre sa solidarité afin que ces centres de santé-là puissent fonctionner 24 heures sur 24 en autonomie totale. La demande est forte. Tous les centres ne peuvent pas l'avoir en même temps. Quand eux, ils ont la chance d'avoir ces installations solaires, c'est d'en prendre soin afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. On aura aussi une autre campagne de formation d'agents de ces centres de santé afin que s'il y a des petites pannes, au lieu d'attendre une grosse équipe qui puisse dépanner. Donc les œuvres sociales du président de la transition vont continuer sur toute l'étendue du territoire et vont se diversifier de plus. À la date de ce mardi 3 juin 2025, environ 20 structures sanitaires ont bénéficié des panneaux solaires. Les centres bénéficiaires de l'électrification solaire peuvent désormais fonctionner correctement pour offrir des soins à la population. Un agenda bien chargé pour les œuvres sociales du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, dote l'axe du rond-point général sous-marin à Sotuba d'éclairage public, une opération d'électrification qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, nous précisent Ibrahim Kaoukonaté et Idrissa Traoré. Au total, 1300 lampadaires sont répartis entre les principaux axes. Nous faisons ce soir a été rendu possible grâce aux œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Au nom de la délégation spéciale, de tout le personnel de la mairie, des populations bénéficiaires et en mon nom propre, nous lui exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude. Le ministre en charge de l'énergie promet l'accompagnement technique de son département pour le suivi et l'entretien périodique des installations. Les axes qui mènent aux trois ponts ont été électrifiés, il y a les lampadaires, c'est vraiment quelque chose à saluer. Le président de la délégation spéciale de la mairie est là, et il appréciera aussi. Et moi, quant à moi, mon département va accompagner les services techniques de la mairie pour l'entretien et peut-être, pourquoi pas, former les techniciens à la matière aussi pour que ces ouvrages-là puissent être mieux entretenus. Ce projet d'électrification des trois ponts du district de Bamako traduit la volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de rester attentif à la préoccupation de la population. On va se déplacer avec Madame le ministre de l'Environnement en visite en commune 2 du district de Bamako. Doumbia Mariam Tangara était sur place pour constater l'état d'avancement des travaux de salubrité dans le cadre du concours interquartier. Salifo et Drago. Ce coup de pelle du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est une invite à la population, notamment les jeunes, à s'investir davantage dans l'assainissement de leur cadre de vie. Et cela à la faveur du concours interquartier de salubrité. Je suis venue quand même trouver qu'il y a la population qui est vraiment engagée par rapport aux questions de salubrité. Ça veut dire qu'ils se préoccupent de leur cadre de vie également. La seconde étape de la visite a été à l'hippodrome. Le ministre a félicité les participants pour leur engagement en faveur de l'environnement. C'est une initiative du département, mais c'est pour les engager à adopter des actions éco-citoyennes par rapport à leur environnement, par rapport à leur cadre de vie. Assainir son environnement, c'est vraiment bien pour eux. Non seulement ça permet de lutter contre les maladies, également ça permet de maintenir un cadre de vie idéal. Les autorités communales se félicitent des avancées notables enregistrées au cours de ce concours. Ce concours va au-delà d'un simple concours. Les populations se sont engagées pour faire en sorte que la sensibilisation environnementale continue et les autorités aussi pensent à des méthodes un peu répressives pour faire en sorte qu'au-delà de la sensibilisation, les individus mal intentionnés qui déversent les ordures en pleine nuit dans les rues de la commune puissent répondre devant les réglementations en vigueur. La commune est un modèle aujourd'hui en termes d'engagement citoyen, en termes de mobilisation citoyenne pour l'environnement. Les autorités communales de la commune 2 du district de Bamako entendent tout mettre en œuvre pour remporter ce concours et donner du même coup à la commune son illustre d'antan.
Commémoration du 2 juin 1946. C'est à cette date que le peuple italien a voté par référendum l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République d'Italie. Ici au Mali, l'ambassadeur d'Italie a organisé une réception à Bamako, une occasion pour Maliens et Italiens de parler des bonnes relations entre nos deux pays. Mariam Kone. Cette réception en souvenir de la proclamation de la République d'Italie a été mise à profit par l'ambassadeur Stefano De Jacques d'évoquer la coopération bilatérale entre Rome et Bamako. Il a insisté sur les questions d'emploi, surtout dans les domaines de l'agriculture. On a développé notre coopération en particulier pour chercher d'aider à établir du travail pour les jeunes et aussi pour les femmes. On a tissé des liens entre les secteurs qui seront relevants pour le développement de l'agriculture commerciale et d'exportation du Mali, en particulier dans le secteur des fruits. Et c'est une promesse de création de dizaines, sinon de centaines de milliers de travail ici au Mali. Les autorités maliennes se réjouissent de la qualité des relations avec l'Italie. Pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, l'Italie reste un soutien pour la paix et le développement au Mali. Le Mali apprécie à sa juste valeur l'engagement de l'Italie à l'accompagner dans la pleine réussite du processus de transition ainsi que sa contribution aux efforts de développement socio-économique. La poursuite de la coopération au développement dans les domaines traditionnels et innovants reflète la convergence de vie entre le Mali et l'Italie sur les préoccupations des populations. L'occasion est donc opportune pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement italien pour les actions multiformes en faveur de la stabilité dans notre pays. Avec plus de 50 milliards de francs CFA d'investissement au Mali, l'Italie est aujourd'hui l'un des principaux partenaires du Mali. Le pays entend renforcer sa présence dans notre pays dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. Direction Genève, où en marge de la 113e conférence internationale du travail, le comité exécutif élargi de l'ACEP s'est réuni ce mardi matin. D'importants sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de la 5e session du comité exécutif élargi. Il s'agit entre autres des sujets de l'adoption des statuts amendés de l'association, de l'opérationnalisation du secrétariat permanent, de la désignation du trésorier et du vérificateur, ainsi que de l'organisation en septembre prochain de la 7e session de formation des conseillers emploi. Notre compatriote Ibrahim Agnot, directeur général de l'ANPE, prend part aux travaux. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, un extrait choisi par Bemba Sibi. Le Mali est en train d'aller sur une trajectoire qui impulse cette dynamique des souverainetés retrouvées. Et je pense que c'est ça surtout qui va faciliter l'atteinte de nos objectifs en ce qui concerne l'amélioration de nos pratiques communes et leur mutualisation pour une meilleure internalisation de nos politiques et programmes au bénéfice de nos groupes cibles. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre du mandat Mali, au titre de cette session du comité exécutif, nous allons renouveler les choix du vérificateur, mais aussi du trésorier, et également réviser les statuts et aussi adopter l'opérationnalisation des secrétariats permanents, qui va être une charpente administrative qui va soutenir l'ensemble de nos politiques, de nos programmes, et au premier desquels vous avez l'Académie régionale des services publics d'emploi. Et vous savez, c'est une première, grâce au mandat Mali, nous aurons une académie régionale, un centre de formation spécialisé, d'où sortiront des conseils emploi qui auront des diplômes de parchemin reconnus dans l'espace mondial et africain. Ceci est d'autant plus encourageant, plus important, que ce serait un vecteur qui va aussi faciliter l'atteinte de nos objectifs et surtout améliorer les ratios conseil emploi demandeurs d'emploi. Ces renforcements des capacités vont assurer une sorte de reconversion de l'ensemble de ces profils, de ces compétences, pour amener aussi, in fine,
à ce que les secteurs de l'économie puissent aussi s'adapter justement au profil existant pour une sorte d'absorption de ces compétences sur le marché du travail, donc de création d'emplois, de revenus. Et c'est ça surtout qui va être une sorte de bréviaire pour le mandat Mali. 8e session du Comité national de labellisation des produits locaux. Cette session est organisée par le Centre malien de la promotion de la propriété industrielle en partenariat avec le ministère en charge de l'industrie et celui de la promotion de la femme. Elle vise à valider les règlements d'usage et logotype du label de la marque collective de la filière Karité du Mali. On en sait plus avec Mariam Koné et Oumarka Traoré. La qualité du karité Made in Mali n'est plus à démontrer. Le karité occupe de nos jours une place de choix parmi les produits d'exportation du Mali. Pour sauvegarder cette réputation et protéger la filière d'éventuelles usurpations, l'interprofession veut se doter d'un label à travers une marque collective. Le karité constitue l'un des produits agricoles d'exportation les plus importants du Mali, plaçant ainsi notre pays parmi ses principaux producteurs en Afrique de l'Ouest. Elle représente également l'un des plus importants segments agro-industriels nationaux, avec un avantage compétitif international certain, lié à sa réputation et à sa qualité supérieure. L'aboutissement de ce processus, matérialisé par la délivrance par l'OAPI du certificat d'enregistrement du label, marque collective de l'interprofession de la filière karité du Mali, offrira à ces derniers de nombreux avantages. À travers cette initiative, les autorités et les acteurs comptent tout mettre en œuvre pour promouvoir et valoriser la filière karité. La labellisation permet aux organisations productrices et aux autres acteurs de la filière de distinguer leurs produits et services de ceux des concurrents, de communiquer collectivement, de structurer les filières autour de projets communs, de promouvoir la qualité de leurs produits et savoir-faire, d'améliorer leurs revenus et d'accroître les opportunités pour les produits locaux. Le projet de labellisation est aussi une opportunité pour les coopératives de femmes de sécuriser davantage leurs produits et de tirer le maximum de profit de leurs activités. Pour la conquête des marchés, pour l'assurance, la qualité, mais surtout pour les coopératives de femmes dont nous appuyons pour qu'il y ait l'accès à des marchés rémunérateurs, des marchés surtout niches et en dehors du Mali qu'on puisse vraiment donner cette notoriété à la filière karité, à tous les produits du karité venant du Mali. À l'issue de ces travaux, les initiateurs devront s'accorder sur un logo qui servira de marque nationale pour le karité malien. Le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali a tenu la 2e session ordinaire de son comité de pilotage. On en sait plus avec Djemba Moussa Konati. Cette 2e session du comité de pilotage du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM phase 2, se tient à un moment où, depuis 15 mois, le pays connaît une suspension de décaissement auprès de la Banque islamique de développement BID, cofinancée par le gouvernement et la BID à plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le PEDIRAM phase 2 prend fin en 2028. Nous allons continuer à consolider effectivement l'unité de gestion qui a été mise en place. Et ensuite, il y aurait des activités qui vont être liées aux 2 volets, notamment l'aviculture, où nous avons démarré le recrutement pour les études de référence. Nous avons aussi démarré le recrutement des bureaux d'études pour la réalisation des études et la préparation des DAO pour les infrastructures. À la suite de cela, nous allons aussi travailler sur les conventions avec les services techniques. Pour le ministre de l'élevage et de la pêche, cette 2e phase du projet doit permettre de produire 15 000 tonnes de poissons, autant de tonnes de viande de poulet et plus de 400 000 œufs. La première phase du PEDIRAM a contribué à la réalisation d'infrastructures de production et de commercialisation du bétail, ainsi que la réalisation des points d'eau potable et d'air de pâturage.
Le sous-secteur de l'élevage et de la pêche constitue les principales sources de revenus pour près de 60% de la population et contribue à environ 19% du produit intérieur brut national. Rappelons que le PDRAM phase 2 a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à l'amélioration de la production avicole et aquacole des petits exploitants et d'accroître l'autonomisation économique des petits producteurs. Session de formation sur les missions du Centre d'expertise technique de la douane. Prennent part à cette session les présidents des chambres consulaires et des délégations, les acteurs économiques, des représentants de l'APECAM, les transitaires et commerçants. Fademba Keita. Ce que fait le Centre d'expertise technique et ce qu'il faut retenir du dit centre, qui a pour mission essentielle d'assurer le traitement efficace des informations préalables aux opérations d'importation, c'est la formation que suivent les déclarants en douane et partenaires. Le processus de traitement des dossiers du centre d'expertise technique, les documents finaux en zone communautaire et en zone tierce sont autant de volets développés par les experts douaniers. C'est dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes. Les documents arrivent de façon électronique à ce centre qui fait sa vérification. Et quand les marchandises arrivent à la frontière, nous avons ce qu'on appelle le système de scanning. Le scanning, c'est le contrôle non intrusif des cargaisons. C'est-à-dire que l'homme ne touche pas aux cargaisons. C'est les machines qui scannent, qui montrent tout, comme ça se fait en médecine. C'est les machines qui scannent et nous avons les images des contenus. Je prie vraiment tous les confrères qui sont là pour vraiment prendre en main cet outil, qui est un outil pour nous tous, parce qu'un outil pour la douane est un outil aussi pour nous transitaires, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire le travail sans passer par ce processus. La mission du Centre d'expertise technique, c'est une de nos réformes majeures. Et dans le cadre de la facilitation des échanges, dans le cadre de l'appropriation de la valeur en douane par les douaniers, c'est encore une souveraineté aussi des douanes maliennes par rapport à l'appréciation des valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de ça, pour que les opérateurs, les transitaires qui n'ont pas compris, arrivent à comprendre avec nos experts techniques qui sont déjà présents ici. Cette formation est incluse pour les participants, qui sont les déclarants en douane. La maîtrise des centres d'expertise technique les permet de réduire le temps de dédouanement, de traitement des dossiers. Selon son responsable, le centre d'expertise technique offre comme avantage la réduction du temps de dédouanement des marchandises, l'augmentation du nombre de rotations des camions pour le transporteur et l'importateur, la possibilité d'éligibilité au statut d'opérateur économique agréé, entre autres. Moussa Katile, c'est lui le désormais président de l'association des retraités du ministère de l'administration du territoire. Il a été élu lors de la 5e assemblée générale de l'association. Retrouvons Fademba Keita. C'est une assemblée de retrouvailles et surtout de renforcement des compétences de l'association des retraités du ministère de l'administration du territoire, AREMAT. La 5e assemblée générale reste donc un espace d'écoute des bureaux régionaux par rapport à leurs difficultés et activités menées, la présentation du rapport financier du commissaire aux comptes et la relecture de l'article 43 du règlement intérieur. À politique et à but non lucratif, elle a pour objectif global d'établir entre ses membres une chaîne de solidarité, d'entraide et d'amitié. Sa durée est illimitée. Sa devise est union, solidarité, entraide. Ces administrateurs et retraités constituent des références pour ceux qui sont en activité. Ils doivent être accompagnés. Cette rencontre est non seulement un moment de retrouvailles, mais également une opportunité pour reconnaître et saluer la contribution apportée à la construction de l'État, au renforcement de la décentralisation et à la consolidation de l'autorité de l'État à tous les niveaux. Votre savoir-faire, votre mémoire institutionnelle, votre engagement citoyen sont des ressources sur lesquelles nous devons continuer à nous appuyer et à nous inspirer. Il revient au nouveau président Moussa Katile
de l'AREMAT, aux 21 membres du bureau exécutif, dont 9 femmes, élus pour un mandat de 3 ans, de consolider les acquis et de donner un nouveau souffle à l'AREMAT. Fin de formation pour les 5000 nouvelles recrues, pour les 500 plutôt nouvelles recrues du contingent 2023 au compte de l'armée de l'air. Ces soldats ont prêté serment ce lundi au camp de garde à Yanfolila après 6 mois de formation. La cérémonie de sortie a été marquée par des démonstrations, notamment le combat, le démontage et le montage du PM. Au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Barayogo. L'effectif des forces armées maliennes se renforce avec 500 nouvelles recrues qui ont prêté serment ce lundi au camp de garde de Yanfolila. Ces nouveaux soldats du contingent 2023 ont bouclé leur formation commune de base de 6 mois avec succès. Le groupe constitué uniquement des personnels masculins a été présenté au drapeau en présence du commandant de garde de région numéro 3 de la zone de Sikasso. À l'issue de cette formation, ces jeunes soldats ont acquis des savoir-faire techniques et tactiques indispensables pour répondre aux exigences assignées par le chef d'état-major général des armées. En effet, ils ont appris le métier des armes, ont renforcé leurs conditions physiques et morales. Ils ont également été pétris des valeurs héroïques de notre histoire militaire en passant par les droits humanitaires, la formation civique et citoyenne. Il s'agit de doter l'armée malienne d'un personnel qualifié et opérationnel capable de défendre le territoire national. Ces soldats devront rejoindre la grande famille de l'armée malienne pour promouvoir la quiétude, sécuriser les personnes et les biens, lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Jeunes soldats, dans les jours à venir, vous serez appelés à évoluer sur le terrain, nuit et jour, dans les confins, sur les eaux et dans les bureaux. Vous surveillerez, vous resterez éveillés constamment. La tâche est certes lourde et multiforme. En l'accomplissant, vous serez des militaires dignes et responsables. Les enjeux sécuritaires actuels de notre pays, le Mali, exigent de vous un engagement total et un sacrifice ultime. Nous ne pouvons que remercier les hautes autorités de nous avoir donné un centre et que ce centre aujourd'hui est en train de faire des gigantesques prouesses en matière de formation. Autre temps fort de cette cérémonie, la montée des couleurs, la remise d'attestation aux 3 premiers de la promotion, le démontage et le montage du PM avec les yeux bandés, des démonstrations en close combat entre autres. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Commission nationale des droits de l'homme exprime ses vives inquiétudes face aux attaques multiples et récurrentes contre les forces armées maliennes, dont les plus récentes ont lieu les 1er 2 juin 2025, respectivement à Boulkessi et à Tombouctou. La CNDH condamne avec la dernière rigueur ces attaques odieuses et ignobles, invite les autorités à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs commanditaires et complices de ces abus graves aux droits humanitaires et au droit international humanitaire. La FAO remet un important lot d'équipements agricoles et des semences à l'Office pour la mise en valeur du système Fagibin, un don destiné aux producteurs de la zone d'intervention de l'Office pour mieux préparer la campagne agricole. À ce geste de la FAO s'ajoutent 10 tonnes de semences riz d'un montant de 8 millions de francs CFA financés sur budget national. Najim Baba Sissé, Mahamadou Askoufari pour le RTM. En remettant ces matériels agricoles et semences à l'Office pour la mise en valeur du système Fagibin, la FAO entend assister les producteurs de la zone de l'Office impactés par les inondations en 2024, tout en les aidant à mieux préparer la campagne qui s'annonce. D'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA, ce don est en lien avec la politique de l'organisation, celle de soutenir les populations en matière d'alimentation et de l'agriculture. Ces inondations ont créé beaucoup de dégâts sur les actifs de production, donc ce qui a amené la FAO à travers un plaidoyer du système Fagibin à appuyer les populations vulnérables de cette zone d'intervention de la région, car c'est une zone qui a reçu à la faveur de la crue excessive assez d'eau pour distribuer en tout cas ces intrants aux populations vulnérables. Le directeur général de l'Office, comblé par un tel geste dont les enjeux sont connus pour des producteurs qui ont été résilients face aux effets du changement climatique. Cette donation va nous permettre d'atteindre certains de nos objectifs à travers
en tout cas une augmentation de superficie et aussi à l'accès aussi des semences de qualité. Les bénéficiaires sont estimés à 825 personnes, majoritairement des jeunes et des femmes maraîchères. Cette donation composée de arrosoir 825, binette 825, engrais organique 20 tonnes 650 et une quantité importante de à travers la distribution de viande à 56 000 personnes démunies dans les districts de Bamako et la région de Ségou. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de ces populations en période de fête, tout en renforçant la sécurité alimentaire. Pour l'opération Tabaski 2025, le CIF a mobilisé des fonds pour l'achat et l'abattage de 500 taureaux, dont la viande permettra d'assister à travers la distribution gratuite un total de 56 000 bénéficiaires qui se répartissent comme suit. 26 432 élèves et membres des ménages des écoles coraniques, 5 824 enfants orphelins parrainés par les membres de leur famille, 112 enfants du village SOS de Sanokoroba, 112 enfants de la pouponnière de Bamako, 19 376 personnes déplacées. Le coût global de l'opération est de 295 886 000 francs CFA. Il est financé sur fonds propres de CIF. Les stratégies de mise en œuvre de l'opération Tabaski 2025. L'organisation pratique des opérations de sacrifice et de distribution des colis de viande se déroule comme suit. Ensuite, il y a la sensibilisation des bénéficiaires sur les cahiers des charges de Tabaski, la préparation, la publication des nappies d'enveloppe d'ordre pour l'achat des taureaux de sacrifice pendant les moments festifs. Il y a la réception des dossiers de fourniture qui sera analysé pour la sélection des fournitures des taureaux. Ensuite, il y a la signature des contrats avec les fournisseurs retenus. Cette opération Tabaski s'inscrit dans une volonté de répondre aux besoins urgents des populations vulnérables en leur apportant non seulement une aide alimentaire, mais aussi un soutien moral à travers le partage et la solidarité. Un mot de cette visite d'amitié et de travail à Astana au Kazakhstan du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération. Reçu en audience par son homologue, les deux personnalités ont discuté du renforcement de l'axe Astana-Ouagadougou. À l'issue de l'audience, un mémorandum d'entente a été signé par les deux pays. D'autres précisions avec Ahadi Sandaba. Un mémorandum d'entente en matière de consultation bilatérale signé par les deux ministres des Affaires étrangères. C'est le fruit de cette visite d'amitié de travail ici à Astana, capitale du Kazakhstan. Un document qui vient renforcer l'axe Astana-Ouagadougou et qui entre dans le cadre de la vision globale du président du Faso, celle de travailler à diversifier les partenaires et les partenariats en matière de coopération. Ce document, en fait, est un instrument qui organise désormais les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères et qui fixe les principes des échanges qui vont désormais s'instaurer entre nos deux départements et qui nous permettront naturellement d'organiser tout le travail futur au niveau des différents départements sectoriels. La signature du mémorandum d'entente jette ainsi les bases pour instaurer une coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt. Il s'agit entre autres du volet sécuritaire, de l'énergie dans sa globalité, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, de la culture et des échanges commerciaux. Une exploration de domaines de coopération qui devra aboutir à l'élaboration ainsi qu'à la signature très prochaine de l'accord cadre de coopération entre le Kazakhstan et le Burkina Faso. Et chaque partie prend l'engagement de travailler à donner un contenu réel à cette coopération. Avec une superficie de 2 724 900 km² et autour de 19 millions d'habitants, le Kazakhstan est situé entre l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. Il partage ses frontières avec la Russie, la Chine, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan.
À Niamey, rencontre des experts en santé de l'AES regroupant plusieurs participants des 3 pays. Elle se tient en prélude à celle qui aura lieu sous la présidence des ministres de la Santé de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aminatou Dangalou Boubacar Irman Maïga, compte rendu. La coopération sanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel se renforce davantage. À cet effet, les experts des ministères en charge de la santé du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont à Niamey depuis ce lundi matin pour une rencontre stratégique visant à harmoniser leur politique sanitaire publique. Cette réunion de haut niveau se tient en prélude à celle des 3 ministres de la Santé de l'AES qui aura lieu le 4 juin prochain. Regroupant plusieurs participants, parmi lesquels des médecins, des épidémiologistes, des pharmaciens, des responsables de la santé publique ainsi que des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre traduit la volonté des dirigeants de l'AES de bâtir un espace sanitaire résilient, autonome et solidaire. La détérioration de la situation sécuritaire dans notre espace a entravé l'accès aux soins de santé à nos communautés particulièrement transfrontalières qui sont déjà vulnérables du fait du changement climatique et de la transition épidémiologique. C'est pourquoi les ministres en charge de la santé des 3 pays, au-delà des concertations régulières et des collaborations fructueuses, ont jugé utile d'engager un processus permettant de renforcer davantage les interrelations afin de faire face aux défis communs et multiples. La première du genre, elle se penchera sur diverses thématiques afin d'impliquer les communautés locales dans la mise en œuvre des actions sanitaires. Votre réunion inaugure la tenue de celle des ministres en charge de la santé. Son ordre du jour est composé principalement de pertinentes thématiques telles que proposer la création d'une organisation en charge de la thématique sanitaire de l'espace de confédération AES, élaborer une feuille de route pour la création de l'organisation en charge de la thématique sanitaire de l'espace de la confédération AES, discuter de certains domaines prioritaires que prend en charge l'organe à créer, comme la coordination et l'organisation de l'offre de soins et services, particulièrement en matière de vaccination, de surveillance épidémiologique et d'approvisionnement en produits de santé dans l'espace de la Confédération AES. Des propositions concrètes et pertinentes sont attendues de ces assises des experts en santé des États de l'AES, toute chose qui permettra la mise en œuvre d'institutions communes dans le domaine sanitaire. À présent, quelques nouvelles de la Mecque. Les pèlerins maliens ont prié cet après-midi à Djeddah pour la paix et la stabilité au Mali. Cette séance de prière était présidée par le délégué général du Hajj. Docteur Abdul Fattah Sisi est au micro de nos envoyés spéciaux, Suleiman Kenza Sidibé, Toumani Diabaté, Amal Andouri. Ça, c'est une tradition qu'on a l'habitude de faire chaque année. C'est même une instruction aussi de notre ministre des Affaires religieuses du culte, Dr Mohamed Oumar Kone, qui nous a vraiment demandé, à chaque fois qu'on se retrouve sur la Terre Sainte, de prier pour nous-mêmes, de ne pas oublier les pays. Donc c'est dans ce cadre-là, la lecture du Coran est organisée. Ça a commencé à Médine. Aujourd'hui, on est à la Mecque, dans notre hôtel. L'ensemble des délégations est là, les pèlerins sont là, et ensemble, prier pour les pays, prier pour nous-mêmes, et prier pour le retour de la paix au Mali. C'est ce que notre ministre nous a demandé, et c'est ce qu'on est en train de faire, et ça va continuer, Inch'Allah. De demain, Inch'Allah, on va commencer à aller à Mina. Et donc, à Mina aussi, on va organiser le lecture du Coran, les séances de prière pour les pays. Et à Arafat aussi, également, on va le faire. Donc, c'est dans ce cadre-là que la cérémonie est organisée aujourd'hui. Donc, on va également aussi donner des informations à nos pèlerins et surtout des consignes données par les autorités saoudiennes. Voilà, on va essayer de donner ça à nos pèlerins et continuer toujours à sensibiliser nos pèlerins à respecter la réglementation en Arabie Saoudite, Inch'Allah.
Retour ici à Bamako. Les journées d'hommage à Souleymane Cissé se préparent activement. L'information a été donnée à la presse lors d'une conférence de presse, donc aujourd'hui. Et c'était au CNCM, la FENACAM, le ministère en charge de la culture ainsi que la famille du regretté cinéaste unissent leurs efforts pour la réussite de cet événement commémoratif. Plusieurs activités sont prévues pour marquer ces journées, nous dit Moussa Kamara. Les professionnels du 7e art s'activent pour rendre un vibrant hommage au réalisateur Souleymane Cissé, arraché à notre affection il y a quelques mois. Des journées sont prévues à cet effet. Les initiateurs étaient face à la presse pour partager le contenu qu'ils entendent donner à ces journées d'hommage. L'esprit, c'est ce grand homme que nous avons perdu. Nous ne le verrons plus jamais. Il a des œuvres qu'il a laissées et nous, on veut trouver le moyen de pérenniser l'esprit qu'il y a derrière ces œuvres. Et en amenant les jeunes à voir ces films à travers des projections, et organiser des débats pour expliquer l'esprit réel qui est derrière ces œuvres. Il s'agit surtout de revisiter l'héritage cinématographique exceptionnel qu'il a laissé pour la postérité. Un héritage qui doit servir de boussole pour les jeunes réalisateurs, des jeunes pour lesquels il s'était engagé à former. Souleymane Cissé, c'était un homme engagé, c'était un féministe. Il y a 30 ans, avait porté ce débat pour la valorisation des femmes. Il a incarné dans ses films des modèles de vie. Il a porté à travers sa science, plusieurs valeurs qui peuvent à la fois inspirer notre génération, mais aussi apporter des solutions aux problèmes de notre pays. Ces journées d'hommage seront mises à profit pour redécouvrir les grandes œuvres de Souleymane Cissé et faire revivre son engagement à travers les regards du public. C'est des hommes de culture, des grands journalistes, des critiques de cinéma qui vont se réunir pour parler des œuvres de Souleymane Cissé à travers des débats télévisés pour que les gens puissent comprendre mieux qu'est-ce que Souleymane Cissé a voulu dire à travers ses œuvres. C'est des vernissages d'expositions, c'est des conférences, débats, c'est des projections de films suivis de débats. Pour rappel, le destin a voulu que Souleymane Cissé pose définitivement les clichés et les caméras le 19 février dernier, à l'âge de 84 ans. Une minute de silence a d'ailleurs été observée par l'assistance lors de la conférence de presse de lancement des journées d'hommage à Souleymane Cissé. La chronique judiciaire revient pour nous ce soir sur l'harmonisation des textes judiciaires de l'AES. Elle concerne les statuts et textes régissant les professions libérales du secteur de la justice. Conformément à la vision commune des chefs d'État de la Confédération de l'AES, Bamako a abrité une réunion des ministres en charge de la justice. La réunion a permis aux ministres d'approuver les recommandations relatives à cette harmonisation. En matière de coopération, ils ont approuvé la conclusion d'accords tripartites renforçant l'entraide judiciaire, l'extradition et le transfèrement des personnes privées de liberté, ainsi que l'harmonisation des législations pénales, notamment sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Garibou Pérou. Après la défense, la diplomatie, le développement, la coopération de la Confédération des États du Sahel s'étend sur la justice. Les ministres en charge de la justice ont approuvé la proposition de modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour y intégrer le domaine de la justice et du droit parmi les compétences déléguées. Constatant l'emprise négative des puissances impérialistes sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances juridictionnelles régionales et internationales, les ministres ont approuvé la nécessité de mettre en place des instances juridictionnelles et arbitrales confédérales chargées de connaître du contentieux de l'interprétation et de l'application du traité, des actes dérivés, du contentieux des actes de la Confédération, du droit des affaires, de l'arbitrage et de la médiation d'une part, de connaître des infractions de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et crimes d'agression, de terrorisme et de financement du terrorisme, de blanchiment des capitaux et de violations graves des droits de l'homme et de toutes autres infractions graves et assimilées d'autre part.
En attendant l'opérationnalisation des instances ainsi annoncées, les ministres ont aussi approuvé la recommandation tendant à saisir tout organisme juridictionnel ou non au plan international contre les auteurs, co-auteurs et complices, personnes physiques ou morales, étatiques ou non étatiques, d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme et d'apologie du terrorisme. Les ministres ont encouragé l'extension du bénéfice de l'assistance juridique et judiciaire aux ressortissants des États membres de l'AES, la mise en place d'une plateforme numérique de coopération judiciaire et la création d'un fichier unique des personnes recherchées, poursuivies ou condamnées pour crimes contre l'humanité, terrorisme et financement du terrorisme, blanchiment des capitaux, prolifération des armes de destruction massive et toute autre infraction grave et assimilée. Dans le cadre de la coopération, les ministres ont approuvé la mise en place d'une cour supranationale. Concernant la coopération pénitentiaire, les ministres ont souligné l'importance de renforcer la coopération en matière de renseignement, de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, de sécurisation des prisons et gestion des détenus, en particulier ceux arrêtés pour terrorisme. Les ministres ont approuvé la construction d'une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme, ainsi que l'harmonisation des statuts du personnel pénitentiaire conformément aux règles internationales. Suivant les instructions des autorités de la Confédération, les ministres se sont engagés à assurer la mise en œuvre rapide et coordonnée formulée pour renforcer la coopération juridique, judiciaire et pénitentiaire. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous remercions tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de la Mecque. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir et je vous dis à demain, 20h.